Alors je parlerai aussi en général des analyses des AT, des cadres dans lesquels elles se font, les manières de conduire concrètement des analyses d'AT et notamment donc, quelques exemples de méthodes dont on a parlé depuis ce matin qui peuvent être utilisées. Alors je vais commencer mon propos par quelques évidences mais qui méritent tout de même d'être rappelées. Analyser un accident du travail dans une perspective de prévention, c'est avant tout comprendre la genèse d'un événement non souhaité pour en tirer des enseignements afin qu'il ne se reproduise pas. C'est aussi considérer que l'événement non souhaité révèle des problèmes ou des dysfonctionnements qui auraient pu ou dû être évités. C'est aussi supposer qu'un événement similaire pourrait se reproduire si aucune action sur les causes n'est mise en œuvre, avec potentiellement, on l'a dit depuis ce matin, de graves conséquences humaines, sociales, économiques et juridiques. Et c'est aussi transformer un événement non souhaité en occasion collective d'apprentissage et d'amélioration de la sécurité au travail par la mise en œuvre d'actions correctives et préventives adaptées. Ce faisant, en faisant tout cela, on répond aussi à une obligation réglementaire qui est inscrite dans l'article L 4221-2 du Code du travail, pardonnez-moi. Avec la prévention comme objectif, on ne cherche pas, c'est une évidence, à trouver des responsables ou des coupables de l'accident et on ne vise pas non plus la recherche de solutions prêtes à l'emploi. Alors, les analyses des AT, dans quel cadre se font-elles? Eh bien, elles s'inscrivent notamment dans les activités des préventeurs d'entreprise qui ont des fonctions opérationnelles en santé-sécurité. Et Julie Dréano en a brièvement parlé ce matin dans sa synthèse sur les pratiques de ces préventeurs. Des analyses s'inscrivent aussi dans les interventions des préventeurs rattachés à des organismes dédiés à la prévention. Et ce matin, Béatrice Guillon et Audrey Serriès ont très bien donné à voir leur pratique d'accompagnement des entreprises en matière d'analyse. Et aussi, des enquêtes se déroulent dans le cadre des enquêtes qui sont à l'initiative des membres des comités socio-économiques ou par délégation des commissions santé, sécurité et conditions de travail. Et donc, je vais m'attarder quelque peu sur ces types d'enquêtes qui sont quand même relativement peu connus. Donc, en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les instances représentatives du personnel ont un pouvoir d'enquête qui est inscrit dans le Code du travail, notamment dans l'article L2312-13. Et donc ces instances peuvent faire ou faire faire des enquêtes en cas d'accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, d'incidents répétés ayant révélé un risque grave, de droit d'alerte, de danger grave et imminent et d'atteinte aux droits des personnes. Et en particulier dans l'article R2312-2, on lit que les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, sont réalisées par une délégation comprenant au moins 1. L'employeur ou un représentant désigné par lui et 2. Un représentant du personnel siégeant à ce comité. Donc, communément, ces enquêtes, elles sont appelées internes, conjointes ou paritaires. Donc ça, c'est ce que dit le droit. Mais qu'en est-il en pratique? Donc effectivement, vous l'avez dit Nathalie, je mène actuellement une étude sociologique pour mieux comprendre comment se déroulent ces enquêtes par les instances. Alors bon, les configurations sociales sont très variables selon les entreprises, selon les instances représentatives du personnel. En tout cas, ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que ces enquêtes et les configurations sociales où elles se déroulent dépendent en grande partie des manières dont la délégation du personnel peut investir ses rôles en matière de santé, sécurité au travail, et c'est très variable selon les entreprises. Et on sait aussi que l'un des sujets concerne l'information qui parvient à ces instances. En fait, on sait que dans un grand nombre de cas, les instances ne sont pas informées des accidents quand ils se produisent ou alors trop tardivement pour pouvoir en fait prendre leur part. C'est ce que confirment aussi les services de l'inspection du travail avec des données chiffrées, notamment issues de questionnaires qu'ils ont produits et puis des contrôles qu'ils effectuent dans les établissements. En fait, ils indiquent que ces instances représentatives ne sont pas suffisamment réunies suite à un accident grave. Ils indiquent que les instances ne sont pas assez impliquées dans l'analyse des AT.
En moyenne, alors ça reste des moyennes, mais bon, en moyenne, la mise en œuvre d'une enquête par le CSE ou la CSSCT ne se produit pas dans 4 entreprises sur 10. Les 2 tiers des AT ne sont pas analysés dans une enquête paritaire et les 2 tiers des AT ne font pas l'objet de préconisations par l'instance, alors qu'on l'a dit, ce sont des acteurs importants en matière de prévention. Alors dans ce tableau un petit peu sombre, on a quand même quelque chose qui pourrait nous réjouir, en tout cas sur lesquels on pourrait avancer, c'est que la formation joue un rôle important et qu'il s'avère que dans les entreprises où les élus sont formés à la santé-sécurité, les réunions des instances suite à un AT sont plus fréquentes que celles où il n'y a pas de formation et les enquêtes sont plus souvent mises en œuvre. Donc c'est un enjeu pour nous aussi, assurance maladie, risque professionnel. Alors, quel que soit le cadre où peuvent se dérouler ces enquêtes, eh bien, une analyse peut suivre un certain nombre d'étapes et vous voyez afficher à l'écran les démarches, les principales étapes d'une démarche d'analyse d'un accident du travail que ma collègue Anne-Sophie Valado a contribué à produire, donc pour analyser les accidents et agir pour leur prévention. Et alors, je vais présenter brièvement quelques-unes des étapes, enfin celles qui concernent le choix et l'utilisation des outils d'analyse. Mais si vous êtes intéressé d'en apprendre plus avant, vous pouvez aller consulter la brochure et puis consulter aussi le webinaire qu'Anne-Sophie et Anne-Sophie Valado, enfin Anne-Sophie Valado ici présente et Julie Dréano avaient développé pour présenter plus en détail la démarche. Alors je vais me concentrer que sur quelques étapes, notamment l'étape de constitution d'un groupe d'analyse pluricompétent, donc qui est chargé de collecter les informations relatives à l'accident, d'identifier les causes de l'événement et de proposer des actions correctives. L'expérience a montré que faire une analyse à plusieurs maximise les chances de comprendre les situations réelles de travail. Et ce qu'on souligne, c'est que l'important, c'est que l'analyse ne soit pas menée de manière solitaire parce qu'en fait, on se priverait des possibilités de prendre suffisamment en compte le travail réel. Alors évidemment, la composition et l'effectif dépendent des caractéristiques de l'entreprise et de la nature et des circonstances de l'accident. Par exemple, on l'a vu pour les enquêtes internes paritaires, le groupe doit obligatoirement être constitué au minimum de l'employeur ou d'un représentant qu'il a désigné et d'un représentant du personnel. Ça, c'est obligatoire, c'est inscrit dans le Code du travail. Alors, ces enquêtes, elles sont quand même assez peu connues, mais pour information, une brochure de l'INRS porte sur ces types d'enquêtes paritaires. Qui est disponible sur le site web de l'INRS. Cette brochure est centrée sur les cas de suicide ou de tentative de suicide. Cela dit, la première partie peut être mobilisée pour analyser d'autres types d'accidents et notamment, il est question du cadre de la démarche qui peut être repris pour tout type d'accident. En tout cas, plus largement, dans un groupe d'analyse, les acteurs qui peuvent constituer ce groupe, eh bien, ce sont ceux qui exercent des fonctions qui participent d'un intérêt pour l'analyse. On peut notamment penser à des personnels des ressources humaines, de l'encadrement, de l'ingénierie, des études, des méthodes ou des achats, par exemple. Alors, dans l'étape 3, qui correspond au recueil des informations et l'identification des faits, donc, l'important, c'est de choisir une méthode qui soit évidemment opératoire et qui puisse permettre de comprendre l'événement au-delà des causes de l'accident qui pourraient paraître évidentes. Donc, on l'a dit depuis ce matin, l'important, c'est que la méthode puisse mettre au jour ce qu'on appelle communément les causes profondes de l'événement, c'est-à-dire les causes qui sont situées à différents niveaux de l'organisation du travail et en amont dans le temps par rapport à l'événement. Pour le dire vite, on est entre nous, on est entre préventeurs, mais si on s'intéresse aux causes d'accidents de nature organisationnelle, c'est parce qu'elles ouvrent des pistes de prévention. Et inversement, réduire les causes d'un accident à des causes ou à des dimensions individuelles, voire à des manquements individuels, n'apporte pas d'enseignement en prévention. Donc c'est aussi pour ça qu'on insiste depuis ce matin sur la nécessité d'aller chercher les causes profondes de l'accident.
Alors, pour comprendre les causes de l'événement, la méthode qu'on a choisie doit permettre aussi de recueillir des informations pertinentes et d'identifier les faits. On rappelle qu'un fait est une information déjà observable et ou vérifiable, quantifiable et ou qualifiable. Et l'expérience aussi nous a montré que plusieurs conditions sont favorables à un recueil des informations pertinentes. Déjà, on recommande qu'elle se fasse à plusieurs, si possible sur les lieux de l'accident, le plus tôt possible, et à partir de diverses sources, donc c'est-à-dire de documents, d'observations et d'entretiens. On rappelle aussi qu'un fait s'exprime préférablement sous forme d'une phrase, au présent de l'indicatif, de manière concise et précise, et à la forme affirmative. Et ça, ce point-là, il est assez intéressant parce qu'on sait que formuler des faits à la forme négative révèle souvent en fait qu'on se projette de manière prématurée dans une solution prête à l'emploi. Donc par exemple, au lieu de dire quand on dit les faits, il manquait un garde-corps, eh bien on va préférablement dire il travaille en bordure du vide. Et aussi la formulation d'un fait ne doit pas contenir la marque d'une croyance, d'une sensation ou d'un sentiment. Et donc par exemple, au lieu de dire il roulait trop vite, comme on le voit souvent, eh bien on préférera dire il roule à 30 km/h. Voilà, on dit un fait. Alors pour déterminer les causes d'un accident, donc différentes méthodes sont possibles. On en a évoqué 3 depuis ce matin, la méthode des 5 pourquoi, le diagramme de cause à effet, la méthode de l'arbre des causes. Donc ce sont les méthodes qui sont les plus couramment utilisées en entreprise. Donc je vais les présenter très très brièvement dans les diapositives suivantes, voilà, pour dire de quoi on parle quand on parle de ces méthodes. Donc la méthode des 5 pourquoi. Comme son nom l'indique, eh bien, il y a des pourquoi. Un raisonnement en cascade qui consiste en fait à se poser la question pourquoi au minimum 5 fois. Et donc là, c'est un exemple tout simple d'un travailleur qui rejoint une zone d'intervention au moyen d'un escabeau, qui chute, et cela a pour conséquence une blessure à l'épaule. Donc quand on utilise cette méthode, eh bien, on va poser la question, déjà la première question, pourquoi le travailleur chute-t-il? Et on va apporter la réponse, eh bien parce que l'escabeau bascule au moment où il rejoint la zone d'intervention. Et ainsi de suite, on pose plusieurs questions et au final, donc vous le voyez dans cet exemple, la cause racine identifiée est un défaut dans la gestion des équipements de travail pour accéder à des zones d'intervention qui sont situées en hauteur. Deuxième méthode très couramment utilisée en entreprise, eh bien, c'est le diagramme de cause à effet. Donc là, vous le voyez à l'écran, le diagramme représente de façon graphique les causes d'un problème suivant des catégories. Donc si on reprend l'exemple de la chute du travailleur, eh bien là, on a montré 6 catégories de causes qui conduisent à l'effet. Dans la catégorie milieu, eh bien, on a inscrit que la zone d'intervention est située à 3 mètres de hauteur, que le sol est irrégulier. Pour le matériel, on a écrit les patins antidérapants de l'escabeau sont usés, et ainsi de suite. Donc les 3 autres catégories concernent la méthode, la matière et la main-d'œuvre. Et donc on classe ces différents faits. Il faudra ensuite évidemment relier à des causes ces différents faits. Passons maintenant donc à la méthode de l'arbre des causes. Alors très très brièvement, vous savez que c'est une méthode qui a été développée par l'INRS depuis déjà quelques années, depuis les années 70. C'était sur la base de recherches sur les facteurs d'accident dans le domaine de l'industrie. Et donc, elle est encore aujourd'hui préconisée par le réseau prévention de l'assurance maladie risque professionnel parce que, quand elle est correctement utilisée, elle permet d'interroger toutes les composantes du système et leur interaction bien au-delà de la situation de travail. On vous renvoie à une brochure de l'INRS, le D6163, qui explicite plus en détail cette méthode. Et puis, oui, Nicolas, vous allez pouvoir aussi nous en dire bien plus tout à l'heure avec un exemple concret d'utilisation dans votre entreprise. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la méthode, elle est certes très utilisée, plus souvent dans les entreprises qui sont très structurées en matière de prévention, et notamment celles qui ont une équipe ou un service dédié à la prévention, parce que c'est une méthode qui est exigeante, qui demande une gymnastique intellectuelle aussi qui n'est pas évidente à maîtriser,
et qui demande aussi, en tout cas on recommande qu'il y ait un garant qui connaît bien la méthode pour accompagner les personnes à l'utilisation de cette méthode. Donc son objectif, c'est de mettre au jour l'enchaînement logique et chronologique des faits qui ont conduit à l'événement non souhaité. Et ce qui en fait la particularité aussi, c'est la construction de l'arbre qui se fait de la droite vers la gauche. On part du fait ultime. Donc ici, le travailleur chute de l'escabeau et se blesse à l'épaule, si on reprend notre exemple. Et pour chacun des faits identifiés, on pose des questions. Qu'a-t-il fallu pour que cela se passe, etc., etc. Et on remonte le plus qu'on peut, en fait, dans l'organisation du travail. Et vous le voyez très bien donc, dans ce diagramme, dans cette représentation graphique, que si on supprime une seule branche de l'arbre, eh bien, on supprime le fait ultime. C'est l'idée principale de ce type de méthode. Après l'identification des causes de l'événement, eh bien, le groupe réfléchit aux actions correctives les plus adaptées qu'il peut proposer. Pour estimer la pertinence des actions, effectivement, il est préconisé de se baser sur les 9 principes généraux de prévention qui sont inscrits dans le Code du travail. Et on peut aussi poser un certain nombre de questions. Par exemple, l'action est-elle stable dans le temps? Est-elle facilement intégrable dans le travail quotidien? Quels sont les délais, le coût d'application, etc., etc. Dans l'exemple de la chute du travailleur, eh bien, à partir des analyses qui ont été réalisées avec l'une ou l'autre des 3 méthodes, eh bien, on pourrait proposer des mesures de prévention humaine, organisationnelle et technique. Par exemple, vérifier et remplacer les matériaux défectueux, mettre en œuvre une politique de gestion du matériel, etc., etc. Oui, on rappelle s'il était besoin que le choix des actions correctives et leur mise en œuvre relève de la responsabilité de l'employeur. Et donc dans cette démarche, on le voit aussi, on retrouve bien les étapes clés d'une démarche de prévention qu'on a l'habitude de présenter et qui est le b.a.-ba en prévention. Et c'est justement sur ce point que j'aimerais terminer, en fait. Justement, l'analyse des AT dans la démarche de prévention, eh bien, c'est une analyse a posteriori, après l'événement. Et ce type d'analyse participe pleinement d'une démarche de prévention. Elle est une occasion d'apprentissage pour progresser en matière de sécurité au travail. Elle peut être aussi une chance d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise par la prise en compte du travail réel, on l'a dit, par la compréhension des problèmes et des dysfonctionnements dans l'organisation du travail. Et c'est aussi, on peut le dire, qu'en prenant le temps de s'occuper de ce qui est arrivé aux travailleurs, eh bien, cette analyse permet de montrer, et même de démontrer, que la sécurité est une priorité.